Merci Marie d'être là. Vous êtes une figure emblématique des droits que vous défendez jusqu'à la PHP depuis quand même un certain temps. Et c'est un honneur pour nous que vous nous fassiez ce plaisir de conclure cette forme de colloque, en tous les cas cette discussion qu'on a eue depuis ce matin. Enfin depuis ce matin, mais j'en perds mes mots tellement je suis dans les idées qui tournicotent, tellement on a entendu de choses intéressantes cet après-midi. Merci beaucoup Emmanuel, et très heureuse d'être avec vous. Alors je suis effectivement depuis un certain temps, mais je suis dans ma dernière phase de mandat. Je vais quitter mon mandat à la fin de l'année. Je suis représentante des usagers à l'hôpital de Saint-Antoine et au conseil de surveillance de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et j'ai fait très attention parce que je ne voulais pas faire une conclusion qui ne puisse pas... Alors je ne suis pas très douée pour la synthèse, mais en tout cas il y a un mot qui est revenu assez régulièrement, qui est accompagnement. Comment j'accompagne ? Comment j'accompagne une famille ? Et je prends en considération, parlez-moi de celui qui est couché dans le lit et qui ne peut plus communiquer avec moi. Comment j'accompagne une famille dans un deuil. Comment j'accompagne une personne avec un polyhandicap. Comment j'accompagne sa famille, ses aidants, qui ne sont pas obligatoirement des membres de la famille. Et puis, comment j'accompagne la maladie chronique. Le mot « accompagner » est revenu assez souvent, et c'est un mot qui n'existe pas dans la loi du 4 mars 2002. L'accompagnement en tant que tel ne figure pas comme un possiblement droit ou un possiblement obligation clairement établi. Et on peut parler de tous les parcours que l'on veut. Aujourd'hui, les parcours, et je vais faire plaisir à M. Haas, aujourd'hui, les parcours sont visualisés d'un point de vue purement économique, financier, combien ça va me rapporter. Pas nous, patients. Hein. Combien ça va rapporter à la structure, au service, à l'institution. Et c'est nécessaire puisque c'est grâce à cela aussi que le système fonctionne. Et pourtant, dans le cadre d'un accompagnement, et plus particulièrement d'un accompagnement de maladies chroniques, on va se retrouver devant une difficulté qui est que je n'ai pas envie d'être accompagné à l'hôpital ou dans un établissement de santé. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait plus de 3000 hôpitaux. Non, il y a plus de 3000 établissements de santé, dont un certain nombre sont des établissements privés, avec des coûts pour celui qui va aller au-devant de ces établissements-là. Donc l'objectif n'est pas obligatoirement de dire « je veux rester à l'hôpital ». On l'a d'ailleurs vu pendant la période Covid. À la période Covid, à la paix, la première vague, on a dit « oula, il faut vider des lits, je vous renvoie à la maison ». On a vu les services de cancérologie. Excusez-moi, j'aime pas trop le mot oncologie. On parle un chat est un chat. On parle d'un cancer. Donc, en cancérologie, on a vu des personnes qui étaient en situation de fin de vie et pour lesquelles l'hospitalisation à domicile de l'assistance publique a fait des efforts considérables, mais on les a tous ramenés à la maison. On était au mois de mars. Au mois de juin, on dit, bon, confinement, voilà, c'est bon. Mince, ils ont majoritairement survécu, c'est génial, donc on va les récupérer. Et là, les patients qui disent « Ah non, mais vous n'avez pas compris, quant à choisir, je préfère quand même mourir chez moi ». C'est-à-dire que ça a démontré qu'en anticipation d'une fin de vie, on n'avait pas questionné le patient. Et on a prouvé que sur les dossiers, ça n'avait pas été questionné. On n'avait pas questionné le patient sur le fait que peut-être il souhaitait finir sa vie à domicile. Et puis, il y en avait pour d'autres où ils pensaient être un fardeau pour leurs proches et ils n'avaient pas exprimé le désir de rentrer à la maison. Et puis finalement, se retrouvant un peu contraints et forcés d'être à la maison, s'apercevoir que les choses avaient pu être mises en place de façon suffisamment pérenne, sécurisée et bienveillante pour faire en sorte d'aller jusqu'au bout à la maison. Les réanimations ont fait le maximum comme tous les services, et je parle vraiment de mon terrain de jeu, si je peux appeler ça comme ça, de l'assistance publique, pour effectivement empêcher qu'il y ait des ruptures profondes avec les familles qui étaient à l'extérieur de l'hôpital. Ça n'a pas marché partout. Et il y a même des chefs de service, dans un groupe hospitalier que je connais bien, puisque mon hôpital en fait partie, où il a fallu quand même les convoquer en commission médicale d'établissement pour juste leur rappeler qu'il fallait rouvrir le service maintenant en 2020, 2021.
En septembre 2021, on lui a dit, ce serait cool quand même, t'es pas de la réa, t'es pas... Ce serait bien de pouvoir rouvrir aux familles pour faire en sorte que les gens se sentent moins seuls. Il a fallu, c'est exceptionnel. Mais le problème de cette loi, c'est qu'elle regarde que l'exceptionnel et elle regarde que le dysfonctionnement. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se font super bien. De la part des soignants, de la part des usagers, qui peuvent être des moteurs, de la part des personnes concernées, qui peuvent favoriser la prise de conscience d'un certain nombre d'éléments. Et cette loi, elle méritera effectivement, alors je rejoindrai volontiers Christian, continuer à la complexifier en y rajoutant des articles. Par contre, entrer dans l'opérationnalité me semble hyper important. C'est-à-dire que clairement, si l'on avait la possibilité d'avoir au travers de cette loi dans laquelle il faudra quand même aller revisiter un certain nombre de choses, le numérique est un enjeu important de regard et de regard éthique. Il y avait une conversation avec un médecin de la paix qui me disait, alors le numérique, contraint et forcé, on y est allé, alors que juin 2019, tu m'aurais dit on fait du numérique, de la téléconsultation, je t'aurais dit même pas en rêve. Là, on n'avait pas le choix, on y est allé. Et je me suis retrouvée en plein milieu du salon, avec les enfants qui couraient autour de ma patiente, la télé qui était marchée, et je me suis dit, mais mon secret, et ma relation et mon intimité et son intimité à elle sont complètement chamboulées et ne sont pas les mêmes que si je l'avais dans mon cabinet. Et donc, il me questionnait d'un point de vue éthique, il me disait, mais comment on pourrait faire, Marie, pour essayer de faire en sorte... Et ça, ce sont des éléments qu'il faudra regarder parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre de cette évolution et de cette innovation formidable qui rend aussi, au travers de différentes applications numériques, dans lesquelles il pourrait y avoir des données de santé, puisque le simple fait d'inscrire son poids est une donnée de santé, dans ces applications qui sont quand même à viser d'autonomiser, de rendre plus acteurs, d'autodéterminer les personnes concernées. Alors quand je dis les personnes concernées, c'est, vous voyez, j'ai déjà fait le pas et le pont. C'est un terme qu'on utilise assez souvent en médico-social et en social. Moi, je l'utilise aussi en sanitaire, parce que demain, nous sommes tous des personnes concernées, tant par la santé que par le médico-social. Je ne suis pas sûre que mes enfants me garderont auprès d'eux. Peut-être me mettront-ils dans un EHPAD et il n'en restera pas moins que je serai toujours obèse, que je serai toujours hypertendue, que je serai toujours avec des problèmes articulaires qui font qu'il faudra que de temps en temps j'aille dans le monde de la santé, y mettre un petit tour et puis revenir dans mon monde médico-social et social. Et il faut qu'on arrête de discuter différemment les uns des autres. Et puis un dernier, parce que on a souvent dit les professionnels, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça. Un dernier regard sur nous, sur le monde associatif. Moi, j'ai été impressionnée par la capacité que nous avons eue dans notre monde associatif de parler chacun pour nous. C'était chacun pour soi et Dieu sera bien servi. Le poids que nous aurions eu si les diabétiques, si les obèses, si les insuffisants cardiaques, si les insuffisants respiratoires, si les insuffisants rénaux, ensemble, avaient été défendre la position que nous ne pouvions pas rester sans soins. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à la première vague, le confinement, il a été pour tous, et ça a été extrêmement compliqué d'avoir des informations et d'avoir du soin. Nous aurions pu faire bouger un certain nombre de lignes. Et nous aurions pu, avec le soutien de M. Delfrécy, qui l'avait sollicité, dire que nous avions un poids. Nous n'avons pas su nous mobiliser ensemble autour de grandes questions démocratiques, de privation de soins, de privation de liberté, de privation qui ont été vécues, mais d'une façon extrêmement violente pour toutes les personnes qui en souffraient. Ce sont des dialysés qui n'avaient pas le droit, pendant leur dialyse, de boire. Et quand les dialysés ont l'habitude de porter un masque, et on leur disait, mais avec une paille sous le masque, non, fin de non-recevoir, on ne boit pas. C'est interdit au cas où tu postillonnes dans ton masque ou dans ta paille et que tu contamines quelqu'un. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte de la malfaisance qu'on a
mis en place et qu'on a légitimé sous le principe que nous étions en pleine crise sanitaire, que les autres faisaient toujours la même chose ailleurs. Nous n'avons pas créé l'exception française qui aurait permis de regarder cette crise autrement, avec une attention toute particulière, et je nous mets, nous, associatifs aussi, en cause. Ah, on a fait des belles choses, hein. On a fait des webinaires, on a fait des lignes d'écoute, on a réactivé de très vieux mécanismes, on a renvoyé par mail, on a fait des tas de trucs. Mais en même temps, collectivement, et peut-être que ça aurait été aussi quelque chose de bien pour les soignants, de nous voir ensemble, collectivement, porter une discussion nationale, sociétale, parce que quand on dit que nous, on a été desservis et qu'on n'a pas été soignés à des moments donnés comme on l'aurait voulu, mais est-ce qu'on imagine ce que ça a pu représenter pour le soignant qui avait comme injonction « l'hôpital est fermé, ne reçoit pas les malades ». Est-ce qu'on imagine ce que ça peut être pour quelqu'un qui exerce le métier de soignant, de dire le soir quand je rentre à la maison, eh ben, je n'ai pas pu recevoir mes patients, je n'ai pas pu les soigner, je ne sais pas où ils sont. Et à cette condition-là, et il faudra qu'on le réfléchisse, et peut-être que la réflexion autour de la refonte de la loi du 4 mars nous permettra de réfléchir aussi à des mouvements beaucoup plus sociétaux, beaucoup plus grand public, beaucoup plus généraux, et dans lequel j'inviterai les associations à se réunir et à se fédérer autrement qu'en ne pensant qu'à sa seule chapelle. Il peut y avoir des sujets qui nous appartiennent selon les différents accompagnements que nous faisons. Et puis, il y a des grands sujets et des grands sujets de société qui devront être réfléchis collectivement, déjà dans notre tissu associatif, et je mets tout le monde sanitaire, social, médico-social, et aussi naturellement avec les soignants. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup. Merci Marie. Alors on vous retient déjà pour le 3 juin, vous mettrez sur votre agenda. On verra si le 3 juin, votre conclusion sera plus optimiste, c'est-à-dire si on aura glané suffisamment d'éléments construits. Il y avait deux éléments. D'abord, je suis très très heureux qu'on termine sur cette idée un peu d'indignation, le devoir d'indignation. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on a eu le sentiment qu'on s'est vite habitué au fait de dire qu'on était dans la sidération. Alors que la rencontre avec la maladie est toujours une sidération, mais qu'à un moment donné, il faut dépasser ensemble. Et donc, je pense que la dimension éthique, c'est la dimension de l'éveil, et quelquefois même, on l'a vu à travers certaines expertises et certaines réactions, d'une certaine forme de résistance. Et c'est vrai que c'était assez difficile, et je trouve que c'est important maintenant qu'on se réconcilie avec nous-mêmes dans cette démarche de refondation de la démocratie en santé. Et on a vu aussi à travers nos approches, et aujourd'hui aussi, que quand on parle de démocratie en santé, on parle surtout de démocratie. Et au moment où elle est si fragile, notre démocratie, comment la réensemencer d'un certain nombre de valeurs et d'un certain nombre de projets, partant sur l'expérience qu'on a eue aussi de nos vulnérabilités partagées et nos responsabilités partagées. Parce que, vous l'avez très bien dit, Marie, il y a aussi des choses extraordinaires qui sont passées. Et dans le domaine du soin, dans le domaine du sanitaire, juste une parenthèse, quand vous disiez le mot accompagnement, pendant des années, on a dit, mais l'accompagnement, c'est le médico-social, oui. C'est pas un mot qui est du registre, j'allais dire, du sanitaire. Et donc, c'est aussi des éléments qu'on doit dépasser dans notre approche quand on dit qu'en 2002, finalement, il y avait deux lois quasiment complémentaires. Moi, je terminerai juste d'abord pour vous remercier les uns les autres. On a vu quand même, à travers cet après-midi, que des professionnels, des militants, j'allais dire, politiques, associatifs, avaient des convergences sur les principes auxquels ils étaient attachés. Et chacun cherchait à les défendre et, j'allais dire, à les honorer à sa manière, à sa fonction, d'une manière quelquefois très pudique, très secrète, très peu visible, puis d'une manière quelquefois un peu plus significative. Et je pense que dans les mois qui viennent, il faut qu'on donne de la visibilité aussi à ce qui se fait, à ce qui se réalise au quotidien, sans être uniquement dans la critique, mais vraiment dans la construction et dans la co-construction. Je vous invite les unes et les autres, et grâce à Patrice Dubos, notre caméraman préféré, on n'en a qu'un, donc on peut dire qu'on le préfère, mais qui fait un travail quand même important, puisque si vous regardez sur le site de l'Espace Éthique, qui est construit par Pierre-Emmanuel Brugeron,
on voit à quel point toute cette culture que l'on travaille au jour le jour a maintenant une mémoire, à la fois à travers les écrits et audiovisuels. Merci encore une fois, c'est un travail discret, il est derrière la caméra, mais il pourrait l'être aussi devant, Patrice Dubos. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est au départ d'une dynamique, on a quelques mois pour amorcer, j'allais dire, ce projet de proposition, mais on sait très très bien, et je termine sur ce point, que l'espace éthique, lorsqu'il s'est créé en 1995, s'est créé dans la dynamique quand même de la démocratie en santé ou de la démocratie sanitaire. Et on l'a compris ces derniers jours, ces derniers mois, non seulement il faut la construire au quotidien, la démocratie, mais il faut quelquefois la défendre avec pugnacité en sachant ce qu'on défend et le prix qu'on a à y consacrer. Donc c'est dans cet esprit qu'on va construire. J'incite les personnes qui veulent être plus partie prenante dans notre aventure des prochaines semaines à laisser à Sébastien, que vous voyez ici, votre email. Donc Sébastien Claes, c'est la personne la plus connue à l'espèce éthique. C'est curieux. Les gens, quand je les rencontre, ils me disent « Ah, vous travaillez avec Sébastien Claes ?» puisque c'est lui qui envoie toutes les informations. Donc les gens, et je vais vous donner une dernière anecdote, parce qu'il faut qu'on se quitte sur quelque chose d'amusant et de triste à la fois et qui a à voir avec le sujet. Nous avons organisé donc avec Tenir la main, une association importante de solidarité vis-à-vis des endeuillés. Nous avons organisé un concert à Saint-Sulpice et il y a eu au début du concert une ou deux personnes, des personnalités auxquelles on est attaché, notamment Stéphanie Bataille, qui a pris position pour dire comment ils ont été meurtris, les familles, de ne pas pouvoir être auprès de l'être cher quand il est meurt seul. Et donc ils avaient toute cette tristesse qu'ils voulaient, j'allais dire, exprimer, mais également apaiser à travers un concert à Saint-Sulpice, où il y a même une chapelle qui est dédiée en hommage aux victimes, en quelque sorte, ce que jusqu'à présent l'État n'a pas reconnu. Et donc, il y a eu une intervention assez surprenante, à un moment donné, de professionnels, notamment, je ne citerai pas de la PHP, qui ont été surpris, alors qu'ils venaient pour une célébration un peu d'hommage dans la paix, qui dit ces paroles un peu fortes, mais qui n'étaient pas, j'allais dire, sans raison d'être. Et je me suis dirigé vers une des personnes qui était un chef de service de la PHP, qui était masqué. Moi aussi, j'étais masqué, alors que je connais. Il m'a dit, monsieur, je me plaindrai auprès de Sébastien Claes. Voilà, c'était ça le côté anecdotique. Et, il était devant moi. Voilà, il dit, voilà. Non, c'était l'anecdote. C'est-à-dire, c'était vraiment l'interlocuteur auprès du directeur de l'espace éthique de la région, Sébastien Claes. Voilà. Donc, vous voyez, son avenir est tracé. Sur ce mot, un peu d'humour, mais qui est la réalité immédiate, donc Sébastien Claes est quelqu'un de précieux pour tout le monde. Je voulais souhaiter une belle soirée. Laissez-lui donc vos emails si vous voulez participer au groupe de travail. Et on se donne rendez-vous dès le 22 mars, je crois, à notre premier webinaire. Donc, vous aurez sur le site, il n'y aura plus qu'à vous connecter. Et vraiment, le 3 juin, ça va être un événement intéressant. Il le sera d'autant plus que vous aurez apporté aussi les compléments d'information dont on a besoin pour nourrir notre réflexion. Une bonne soirée à toutes et à tous. Puis merci à la technique, aux techniciens du Sénat qui nous ont permis ce moment dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Bonne soirée à toutes et à tous.